Bonjour et bienvenue sur la deuxième émission radio de Citizen Cannes TV. Alors pour cette émission, je suis Marion Tolo et voici les chroniqueurs. Donc pour cette émission, nous allons retrouver Amy Barrière pour sa chronique sur les dernières sorties qu'elle a pu voir. Salut Amy. Salut, je suis ravie d'être là. Puis ensuite, on aura Sarah Brinca qui va nous parler du défi qu'elle a relevé durant le confinement, à savoir le visionnage d'un film par jour. Salut Sarah. Salut, j'ai hâte de vous parler de ça. Nous aurons aussi l'interview d'Alain Brochot, chef opérateur, pour qu'il nous parle de son métier, mais de comment s'est passée la période du confinement et aussi l'après-confinement dans le milieu audiovisuel cinéma. Et on terminera avec la chronique musicale de Billy. Salut Billy. Salut, je suis très contente d'être là aussi. Une émission sur le cinéma, les sorties, mais aussi l'interview du chef opérateur, dont j'affectionne particulièrement le travail. Donc c'est vrai que pour cette émission, on est très heureux de pouvoir avoir un invité. Commençons alors par Amy Barrière. Amy qui va nous parler aujourd'hui de deux films qu'elle a vus récemment, notamment Dark Waters et L'ombre de Staline. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous raconter que, à peine le confinement fini, la première chose que j'ai fait, c'est me ruer dans une salle obscure, fermée, pour regarder des films légers. Léger, c'est le mot le moins approprié pour les deux films dont je vais vous parler, soit Dark Waters de Todd Haynes et L'ombre de Staline de Agnieszka Holland. Le premier traite du combat acharné mené par l'avocat Robert Bilott contre l'entreprise Dupont, entreprise qui aurait commercialisé des produits qu'elle savait cancérogènes. Wouhou, le fun, la légèreté, je vous avais prévenu. Le second retrace les aventures du journaliste Gareth Jones qui va, peu avant la Seconde Guerre mondiale, partir en URSS pour tenter d'enquêter sur ce soi-disant miracle soviétique et tomber sur un génocide. Ouais, le fun est au rendez-vous aujourd'hui. Deux films inspirés d'histoires réelles, Gareth Jones et Robert Bilott ayant réellement existé. Et oui, alors en sortie de confinement, j'aurais pu rechercher une comédie, un film qui fasse rêver. Non, j'ai préféré deux films durs qui vont décortiquer les mensonges pour retrouver la vérité, sale, moche et parfois peu flatteuse pour l'humanité. Pourtant, on suit deux personnages plutôt chevaleresques. Tous les deux vont sacrifier leur vie pour le bien et la quête de la vérité. On dirait presque un conte de fées. Notre premier chevalier, Robert Bilott, est interprété par Mark Ruffalo, parfait dans le rôle de l'homme décidé mais petit à petit rongé par ce combat qui va lui prendre 20 ans de sa vie. Monsieur Bilott va sortir de son quotidien d'avocat d'affaires le jour où un agriculteur de son village vient le voir pour démarrer un procès contre l'entreprise Dupont. En effet, de nombreux indices laissent à penser que tout le village est intoxiqué par leurs usines. Suite à cela, notre héros va mener un véritable combat contre la multinationale pour tenter d'obtenir réparation pour tous ces gens qui ont été empoisonnés. L'ambiance du film colle au propos, sombre et poisseuse, les séquences dans la campagne natale de Robert savent nous mettre mal à l'aise face à une impression de décor vraiment toxique, que ce soit la scène d'introduction avec un lac boueux et entouré de crapauds morts, ou l'arrivée de l'avocat dans sa campagne natale où il est accueilli par deux jeunes filles aux dents complètement noires, on comprend très vite l'ampleur du problème. Tout cela contre les scènes de ville où les bureaux des avocats semblent trop propres, lumineux et carrés. Seul petit bémol, des personnages qui m'ont paru parfois un peu trop manichéens, ce qui jure dans un film qui tente de parler de vérité. Cela reste un film à voir, ne serait-ce que pour comprendre l'affaire et réaliser la difficulté absurde qu'a dû surmonter cet homme pour que l'entreprise soit jugée. L'ombre de Staline, quant à lui, décrit l'histoire de Gareth Jones, un brillant journaliste qui part en URSS pour enquêter sur les financements des projets de Moscou. Il va rapidement comprendre qu'on lui cache quelque chose et va décider d'aller en Ukraine mener sa propre enquête. C'est un film cru qui n'épargne rien aux spectateurs, pour autant il ne tombe jamais dans le choquant gratuit ou le gore ridicule. Il est cash et juste, ce qui le rend d'autant plus efficace. James Norton est très convaincant en Gareth Jones, un journaliste intègre et audacieux. De son côté, Agnieszka Holland reste plutôt en terrain connu puisqu'elle a déjà réalisé plusieurs films sur cette période sombre de l'histoire. Cette fois-ci, elle s'attaque non pas à l'Holocauste, mais à l'Holodomor. C'est un mot ukrainien que l'on pourrait traduire par extermination par la faim, qui désigne une terrible famine de 1932 à 1933 qui a fait plusieurs millions de morts en Ukraine et au sud de la Russie. La réalisatrice a fait ce film justement pour parler de ce crime de guerre que peu de gens connaissent, espérant par le cinéma rappeler les crimes commis sous le régime de Staline. Dans mon cas, ça a plutôt bien fonctionné, je ne connaissais rien de cette famine avant d'aller au cinéma. Et oui, désolé, aujourd'hui, on est sur deux films plutôt sombres mais très instructifs. Ils nous racontent le combat tumultueux mené par deux lanceurs d'alerte à deux époques radicalement différentes. Et pourtant, ils semblent affronter des obstacles très similaires, car une fois la vérité découverte, le plus difficile reste d'être entendu et cru. Ce sont deux films que j'ai beaucoup appréciés et que je vous conseille d'aller voir, mais certainement pas Un jour de déprime.
Merci, Mi. Je comprends totalement ton besoin de vouloir te rendre au cinéma après le confinement. Pour ma part aussi, je m'y suis rendue le 22 juin directement à l'ouverture des salles. Est-ce que vous aussi, Billy, par exemple, est-ce que tu as pu aller au cinéma rapidement? Non, pas vraiment. Contexte personnel assez compliqué qui fait que j'ai pas pu vraiment quitter mon chez moi tout de suite, mais j'aurais vraiment voulu pouvoir retourner dans les salles noires. Sarah aussi pour toi? Alors, à Cannes, les cinémas ont ouvert 2 jours après, donc j'y suis allée 2 jours après l'ouverture nationale. C'est vrai que le confinement, en termes de cinéma, a parfois été rude. En effet, on a appris la mort de Michel Piccoli, immense comédien, l'annulation du Festival de Cannes, ou encore le fait que le confinement ait inspiré la prochaine comédie de Danny Boone, à savoir le thème du confinement, une nouvelle comédie de Danny Boone. Voilà, on est tous très heureux de l'apprendre. Sinon, on a eu des surprises, notamment Martin Scorsese, qui a réalisé un film de confinement chez lui. Donc, c'est un court-métrage qui a été diffusé en exclu mondial sur les chaînes britanniques, notamment BBC Two et BBC iPlayer, si je me trompe pas. Et ce que j'ai trouvé très chouette en termes d'accès à la culture pendant le confinement, c'est aussi les médias cinéphiles et critiques qui ont démocratisé tout ça, en fait. Et notamment, par exemple, le site Sens Critique. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce qu'ils font. Très souvent, ils mettent des avis au film à l'affiche. Et là, ils ont dévoilé une liste de 609 films dispo gratuitement sur Internet. Donc, dans cette liste, on a du court-métrage, du documentaire, du Cronenberg, du David Lean, du Howard Hawks, Buñuel, Cocteau, et j'en passe. Donc, il y a une très, très grande diversité dans le contenu. Mais je tiens quand même à préciser que la liste, je l'ai toute regardée intégralement. Et sur les 609 films, on a seulement une réalisatrice, qui est Sofia Coppola. Pour l'accès culturel, la VOD, évidemment. Donc, il n'y a pas que les géants Netflix et Amazon Prime en plateforme de diffusion, hein. On a aussi toute une liste de plateformes bien plus éthiques et aussi bien plus intéressantes. Ça dépend des avis, ça. On a du coup toute une liste de plateformes, notamment Mubi, Filmo TV aussi. Filmo TV, c'est une plateforme de VOD avec des prix qui sont totalement abordables et c'est un des pionniers français de la VOD. On a le site icinema.com qui vous propose aussi des critiques avec les films et aussi les fiches et les affiches même à télécharger. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la plateforme Henri de la Cinémathèque française qui nous met à dispo un grand nombre de films de patrimoine qui sont absolument fabuleux. Donc ça, je vous conseille aussi d'aller faire un tour sur ce site Henri, qui est la seule à reverser une part de ses recettes aux salles de cinéma. Donc ça, je trouvais que c'était aussi un bon soutien pour tout le cinéma et les sorties à venir. Et moi, ce que j'ai beaucoup consommé en plateforme de VOD, c'était aussi Univers Ciné. Univers Ciné, donc c'est un site français aussi, sur lequel donc il y a énormément de films, mais il y avait aussi toute une sélection de films à 1 euro. Et c'est vrai que du coup, c'est sympathique pour le porte-monnaie et aussi pour la culture. Voilà, donc histoire de réviser vos classiques, n'hésitez pas à aller consulter toutes les plateformes que je viens de vous citer.